voir en quelque sorte donc l'intérêt, si vous voulez, l'intérêt de l'existence de droit. Et comme j'avais dit l'autre fois, comme j'avais dit, nous avons traité quand même le fait que le droit, il a pour objectif d'assurer, ou bien donc il vient pour organiser la vie en société. Imaginez donc ce cas qui est réel, hein, c'est un cas fictif, imaginaire. Imaginons une île et sur cette île, un groupe composé d'hommes et de femmes qui sont appelés à vivre ensemble pendant un temps indéterminé. Donc, il y aurait quand même des questions de relation entre chacun des membres du groupe. Donc, puisque on avait dit que l'homme, c'est un être sociable par nature. Du moment où les groupes d'hommes et de femmes vivent ensemble dans cette île, il vient quand même de naître la question des relations qui pourraient exister entre chacun des membres du groupe. Et puisque Thomas Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire on trouve justement que l'homme, ou bien le caractère, on met en évidence le caractère méchant de l'homme. Et donc, si on accomplit les deux facultés qu'a l'homme, il est méchant et en même temps il est sociable, on va justement se confronter à la naissance de relations, mais qui seront conflictuelles, des relations qui seront conflictuelles. Pourquoi ils seront conflictuels à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que les intérêts des uns et les intérêts des autres sont particulièrement différents et sont des fois contradictoires et sont réciproques des fois de temps à autre. Donc, puisque justement, quand il y a naissance d'une relation entre un être humain et un autre, entre une personne et une autre, il y a quand même une relation, si vous voulez, d'intérêt. Il y a naissance d'une relation d'intérêt. Et vu que les intérêts des uns et les intérêts des autres sont contradictoires, il serait quand même possible de naître ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Ok? Et essayez, s'il vous plaît, si quelqu'un, je crois, a laissé ouvert son micro. C'est Asma Bita, s'il vous plaît, si vous pouvez passer en mode muet. Comme ça, on pourrait augmenter, si vous voulez, assurer la qualité de cette réunion. Très bien, merci Asma. Voilà. Donc, je reviens au support. Et donc, nous étions en train de parler, évidemment, par rapport à ce groupe de femmes et d'hommes qui vivaient ensemble sur une île et qui vont voir quand même la naissance de relations entre ces membres de groupe. Vous voyez, donc il y a quand même une création de relations. Si l'on applique au sein de ce groupe le principe selon lequel tout est permis, c'est-à-dire vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je peux faire ce que je veux, et vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire il y a absence, il y a, si vous voulez, d'une liberté totale et illimitée de chaque membre de groupe. Ou bien, on utilise ce qu'on appelle « fais ce que tu veux, et je fais ce que je veux ». Et donc là, vite, très très vite, naîtront des conflits et il est à craindre que la vie commune ne devienne impossible. C'est-à-dire, il y aurait justement la création de conflits très vite, de façon très vite, et il y aurait naissance, comme j'avais dit, des conflits d'intérêts. Mais ces conflits d'intérêts, s'il y a la liberté totale et il n'y a pas l'existence de loi, ils seront quand même résolus, puisque chaque conflit a une solution. Mais malheureusement, dans ce contexte imaginaire de cette île,
aurait justement une certaine possibilité de résoudre ces conflits d'intérêts, mais par la force. C'est-à-dire, moi je vais utiliser ma force physique et l'autre il va utiliser sa force physique pour trancher ce différend, pour trancher ce conflit d'intérêts qui existe, puisque chacun doit avoir son intérêt, doit satisfaire son intérêt. Et donc c'est alors la loi, ce qu'on appelle la loi du plus fort. L'intérêt du plus fort, il est maintenu, mais l'intérêt du plus faible, de celui qui est plus faible, il est quand même lésé. Ou bien ce qu'on appelle la loi de la jungle. On avait discuté l'autre fois. Et donc la loi du plus fort, c'est quand même une règle qui va quand même introduire un certain contexte arbitraire, une certaine anarchie, un certain désordre. Vous voyez? Mais quand même, si vous voulez, les membres du groupe, ils ont aussi la faculté de s'organiser. Si par exemple, ils se lassent de cette situation conflictuelle, de danger, puisqu'ils ne peuvent pas, l'être humain, il a une faculté qu'il ne se lasse, c'est-à-dire il voit quand même la monotonie quand le désordre perdure. Donc quand il y a le désordre qui perdure, ils vont quand même penser, les membres de ce groupe, ils vont penser quand même à créer un ensemble de règles concernant les relations entre individus au sein de ce groupe. Et ces règles-là, pour jouer leur rôle pleinement, ils doivent avoir quand même une vocation à s'appliquer à tout le monde et seront obligatoires à tous. Vous voyez, quand il y a création de ces règles-là, la vie commune deviendra alors quand même possible. Et possible, pourquoi? Parce que chacun des membres du groupe doit respecter ces règles-là, et ces règles, ils viennent pour organiser la vie en société. Et donc, ces règles-là, on appelle, ou bien on parle de l'ensemble, de ces ensembles de règles, quand on les agrège sous la notion de droit. Donc, sous la notion de droit. Vous pouvez imaginer quand même dans un pays où il y a une existence de l'État. Quelle serait la conséquence lorsqu'il y a absence de l'État? La conséquence serait c'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est donc la loi du plus fort, c'est la règle du plus fort, c'est la loi de la jungle. Le manque de sécurité. Le manque de sécurité. Exactement. Il y aurait un manque crucial ou bien cruel de sécurité et de sûreté. Ça veut dire que chacun des membres du groupe qui vit en société ont l'absence de l'État. Et du moment où il sort de son domicile, il se trouve quand même confronté à un danger éventuel d'un niveau très élevé. Et même pour les personnes qui restent à domicile, ils peuvent quand même être objets de violation de domicile, peut-être par la force. Et donc, on peut se rappeler quand même, ou bien on peut donner l'exemple de la Libye aujourd'hui, puisque la Libye, l'État, il n'existe pas, c'est-à-dire il y a quand même un certain manque, une certaine carence de sécurité, et il y a un désordre total, puisqu'il y a deux gouvernements parallèles. Un gouvernement qui est reconnu par les autorités locales, mais un autre gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, et un autre gouvernement qui se proclame être le seul gouvernement qui doit gouverner. Et donc, on ne peut pas imaginer un État qui pourrait être dirigé, qui pourrait être guidé par deux gouvernements parallèles. On ne peut pas imaginer un État qui serait stable. Donc, il faut quand même avoir un seul gouvernement, un seul État qui va prendre quand même le soin de diriger et d'assurer l'organisation de la vie en société à travers l'instauration de règles et à travers quand même
le fait que ces règles-là doivent être doivent être contraignantes, doivent être contraignantes, c'est-à-dire ils doivent être appliquées par la force. Ils doivent être faites appliquer par la force, par l'État. Et c'est parmi les forces et donc les atouts dont jouit le Maroc. Donc, le Maroc il jouit d'un atout, de plusieurs atouts, bien de plusieurs avantages pour lesquels il y a quand même une certaine... on peut les réduire, on peut les résumer en la stabilité politique et sociale dont jouit notre pays, le Maroc. Et donc cette stabilité, c'est un capital quand même que le Maroc utilise pour drainer les investissements étrangers, pour faire prospérer son économie. Très bien. Et donc c'est de là l'importance de l'existence d'un droit qui est défini comme étant un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société. Et donc qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle concernent chacun et ne désignent personne en particulier. On va voir les caractéristiques des règles de droit. On va les voir ensemble par la suite. Mais voyons d'abord le mot droit. Le mot droit, qu'est-ce qu'elle désigne? Qu'est-ce qu'on désigne par le mot droit? Eh bien, le mot droit, il pourrait être subdivisé, si vous voulez, ou bien il pourrait être traité de 3 sens différents. Le premier sens, ça correspond à ce que les juristes appellent le droit objectif. En anglais, de law. Ça, c'est le droit qui présente l'ensemble des règles de conduite qui sont destinées à organiser la vie en société. C'est le droit objectif. On parle de droit objectif. Mais dans un second sens, le droit désigne l'ensemble des facultés, l'ensemble des pouvoirs et des prérogatives, c'est-à-dire l'ensemble des privilèges et des avantages individuels que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constituent le droit objectif. On parle alors de droit subjectif au pluriel. En anglais, the rights. Donc le premier type de droit, on dit en arabe. Rappelez-moi s'il vous plaît. Exactement. Mais le deuxième sens du droit, quand on dit droit subjectif au pluriel, on parle de... C'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques? Non. Ça, c'est pour le droit objectif. C'est l'ensemble de règles juridiques qui organisent la vie en société. Mais pour les droits subjectifs en pluriel, c'est... Monsieur oui, Exactement. C'est le huquq en arabe. Et donc, quand on prononce le mot droit, peut-être on peut désigner le droit objectif, c'est-à-dire l'ensemble des règles de conduite, en arabe, le qanoun, comme peut-être on peut désigner le second sens du droit, qui est les droits subjectifs, c'est-à-dire l'ensemble des avantages et des prérogatives et des pouvoirs et des facultés dont jouit un être humain ou bien un citoyen. Par exemple, les droits subjectifs, c'est-à-dire le huquq, qui les garantit? Ou bien quel arsenal juridique qui garantit les droits subjectifs? Et évidemment, c'est l'État à travers... Oui, je suis d'accord. C'est l'État à travers quel arsenal juridique? À travers quel type de droit, si vous voulez, objectif? Elle est garantie par le... Pardon, mademoiselle? Elle est garantie par le droit objectif.
Par le droit objectif, exactement, je suis d'accord. Mais je vous ai posé la question, quel est le droit objectif le plus suprême